Voilà, les personnes sont en ligne. Donc, je vais essayer de ne pas cacher nos panels. Voilà. Donc, bienvenue tout le monde qui est là avec nous en présentiel aujourd'hui, et puis bienvenue à toutes les personnes qui sont en ligne avec nous. Je m'appelle Ingrid Bordotte, je suis professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Et le panel auquel nous allons assister ensemble aujourd'hui s'organise dans le cadre des conférences Romidi de l'école d'orthophonie et d'audiologie, mais il est organisé sur l'initiative de François Cosselin, que nous avons avec nous ici, et à qui je vais donner la parole. Je suis prof en voix, à qui je vais donner la parole après qu'on découvre nos panélistes et le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, merci Ingrid. Alors, merci, chers panélistes, d'être présents ici pour ce panel sur le trouble développemental du langage. Et le panel s'intitule Le TDL au Québec en 2024, où nous sommes rendus, le constat dans la francophonie. Alors, bien sûr, je remercie l'Université de Montréal, l'École d'orthophonie et d'audiologie, qui permet à ce que ce panel-là puisse se créer. Bien sûr, les panélistes qui vont se présenter tantôt, brièvement, si possible. Donc, ils ont accepté cette invitation-là. Et bien sûr, Ingrid, sans elle, ça n'aurait pas eu lieu. Alors, même si je suis l'instigateur, c'est une collaboration de tous et je vous en remercie. Alors, pour commencer, dans un deuxième temps, la table ronde qui est ici présente, ça va aussi dans le cadre du mois de Louis et de la communication. Alors, la thématique de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, c'est la communication humaine est un besoin essentiel, parfait. Et la thématique de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes, c'est écoute la différence, fais la différence. Je me trompe. OK. Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à ce que ce panel-là puisse aller de l'avant. Et plusieurs le savent que ça fait plusieurs années que j'œuvre dans le TDL, donc j'avais quelqu'un à peu près une dizaine d'années. J'en ai 32 aujourd'hui, donc ça fait quand même un petit bout de ça. Et pour moi, c'est vraiment une vocation, puis ça me tient à cœur et je trouve ça important qu'on fasse une mise au point ici au Québec au niveau du TDL. Et la deuxième raison, c'est que on sait qu'il y a 7 % de population, 7,4, 7,5, les chiffres varient, donc à peu près 675 000, avec Pascal, on a fait une petite mise à jour. Et la question que j'entends souvent, c'est un trouble aussi fréquent, l'un des troubles neurodéveloppementaux les plus fréquents, ou fédéral, si je ne me trompe pas, tu me dis, c'est le trouble le plus fréquent. OK, c'est donc le trouble neurodéveloppemental le plus fréquent. Et c'est de savoir pourquoi on en entend peu parler, ou quasiment pas, à part aujourd'hui ou à certains moments dans l'année. Pourquoi on n'entend pas parler comme les autres troubles neurodéveloppementaux et tout ça. Alors, je vais aller avec quelques réflexions qui m'ont amené avant de commencer le panel. Donc, pour moi, un des constats que j'ai remarqué, c'est que déjà pour les professionnels, ce que les professionnels me disent, j'entends, c'est difficile de sensibiliser nous-mêmes en tant que professionnels. Alors ça, c'est un premier élément qui revient souvent. Un autre élément, c'est que nous, les personnes TDL, on a un trouble du langage. Et là, on nous demande d'expliquer ce que c'est un trouble du langage avec notre limitation au niveau langagier. C'est quand même pas banal comme handicap pour ça. Aussi, pour moi, le TDL, ça n'a aucun avantage comme trouble. Aucun. Alors, même si j'ai développé plein d'aptitudes de belle qualité, quand on a un trouble du langage, y a un petit problème? Quand on a un trouble du langage, c'est vraiment pas évident pour ça. Aussi, un autre. Ça me tombe ça. Oui, ça va. OK, c'est bon. Ah oui.
Alors, donc, un autre petit constat, c'est autant les enfants que les adolescents et ou même les adultes, beaucoup d'entre eux, la grande majorité, banalisent l'impact du langage fonctionnel, qui est quand même, en parlant avec plusieurs professionnels, central pour le TDL, et ne réalisent pas l'impact de ce trouble-là dans leur vie. Et c'est quand même révélateur pour ça. Alors, avec toutes ces réflexions-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour parler du TDL, mettre le TDL de l'avant, et en parler avec plusieurs, mais l'idée du panel est. Alors, sur ça, je vais laisser maintenant Ingrid à prendre la parole pour la suite des choses. Merci beaucoup, François. Et donc, ta volonté, François, dans les échanges qu'on a eus, tu as aussi échangé avec les étudiants de l'école d'orthophonie et d'audiologie avant de proposer le panel. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire entendre différentes voix et différentes perspectives sur le TDL. Donc, on a des chercheurs avec nous, on a des personnes qui représentent des associations, un ordre. On a une personne qui est parent et qui a été un professionnel dans le milieu médical et de recherche qui est avec nous aujourd'hui. Donc, ce sont toutes des voix différentes, avec des connaissances, des expertises, des vécus différents avec le TDL. Donc, on voulait que ce panel-ci soit un lieu d'écoute et d'ouverture aussi de la part du public, des personnes qui nous écoutent. On n'a pas la science à un but, personne de nous. Donc, on est ici pour échanger des idées, échanger notre vision pour le TDL, pour le futur. À la fin de l'échange, le public est invité à poser des questions, même les personnes en ligne. Donc, nous avons Marion avec nous qui gère le Zoom et l'échange avec vous sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on les reprendra. Avant de commencer avec notre première question, je vais laisser les panélistes se présenter. Donc, moi, je proposerais peut-être, Fédra, que tu prennes le micro, puis que tu le distribues par là. Puis, quand on arrive avec Stéphano, tu pourrais passer le micro à Audrey, qui va commencer à le parler par là. À le passer comme ça, et puis on terminera avec Pascal. Est-ce que c'est correct? C'est un système complexe. C'est un système complexe, mais il a son intérêt. Alors, bonjour, tout le monde, mon nom c'est Fédra Roy. Je suis chercheur en psycho et en neurolinguistique. J'ai un doctorat en linguistique que j'ai obtenu à l'Université de Montréal et mon sujet de recherche principal depuis la maîtrise, c'est le trouble développemental du langage qui a changé de nom à plusieurs reprises en français. Donc, et j'ai étudié plusieurs populations, surtout des enfants, mais plus récemment, je m'intéresse aux adolescents. Je me présente, Audrey Fortin, je suis orthophoniste depuis une vingtaine d'années. Je suis également formatrice et je travaille beaucoup avec la clientèle qui présente un TDL, que ce soit chez les petits, les adolescents et même les adultes. Et aujourd'hui, je suis présente pour représenter l'Association des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, je suis bénévole pour l'association depuis déjà quelques années. Et ça me fait plaisir de venir parler au nom de l'association. C'est Stéphano de Tonico. Je suis chercheur. Comme fédéral, je travaille sur le TDL depuis le début de ma carrière de recherche, depuis ma thèse. J'ai commencé ma thèse avec les dysphasies, puis je l'ai fini avec les TDL. Mais avant que ce soit le TDL comme aujourd'hui, mais on basculait de dénomination à cette époque-là. J'ai trouvé à un moment donné différentes présentations pour changer. Et je m'intéresse en particulier à l'utilisation qu'on fait du langage, ce qu'on appelle la pragmatique, à son évaluation, son intervention, et aux impacts sociaux des difficultés langagères sur l'accès à des choses comme la justice. Et voilà. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Marie-Claude Paquette. Je suis directrice du développement professionnel à l'Ordre des orthophonistes audiologistes du Québec, donc orthophoniste aussi de formation. Une plus vieille orthophoniste encore, Stéphano, moi dans mon temps, c'était une timidité. Moi, j'ai été formée par John Dudley.
qui parlait de timidité. J'ai connu aussi à la période de dysphasie, de trouble primaire, maintenant de TDL. Donc, espérons qu'on se soit bien entendu sur un terme maintenant. Vraiment contente d'être avec vous. Puis, on pourra là, voir. Espérer. En tout cas, j'ai bien hâte à la question où on s'en va dans 10 ans. Je l'ai peut-être un peu modifié. Ouais. Maintenant. Bonjour, j'ai des études en sciences de la santé et en gestion des services de santé à l'Université de Montréal. J'ai bifurqué, j'ai travaillé plus dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine aussi du droit de la santé, puis aussi dans des emplois plus au niveau de l'aide aux jeunes enfants pour le développement des tout-petits. Puis, à un moment donné, j'ai eu mes enfants. Les trois ont été suivis en orthophonie. Donc, là, je me suis beaucoup impliquée dans le milieu scolaire, dans les comités d'enfants handicapés. Puis, j'ai décidé avec le dernier enfant, mon troisième, qui avait plus de difficultés, là, de me former de façon autodidacte sur le TDL. Donc, j'ai énormément lu. Puis, avec l'aide d'orthophonistes, j'ai participé avec les orthophonistes à la réadaptation de mon dernier enfant. C'est vraiment intéressant, surtout que lui, il était reconnaissant, il disait souvent « merci maman ». Donc, ça me portait à lire de plus en plus. Puis, j'ai un petit peu participé à certaines études, soit moi ou via mon garçon. Puis là, à travers ces études-là, j'ai ramassé aussi de l'information. Puis, à partir de 2013 ou 2010, je ne me souviens plus trop, j'ai décidé de faire de la sensibilisation, d'abord seule, puis à un moment donné, j'ai rencontré François dans un organisme de dysphasie, puis là, on a formé Parlons dysphasie, puis là, on a fait ça pendant plusieurs années. Puis actuellement, je continue à lire, mais je suis moins active. Mais ça m'intéresse, c'est un sujet passionnant. Merci beaucoup. Et le panel est lancé, alors François, Oui. on y va avec la première question. Est-ce que tu te laisses la première ou tu veux que je parte avec la première? Je crois que tu pars avec OK. Alors, chers panélistes, la fameuse question, la première. Alors, puis ces questions-là, c'est vraiment une réflexion entre quand j'ai rencontré Ingrid sur qu'est-ce qui pourrait le mieux répondre là, au niveau de cette réalité-là, au niveau du CDL. Et la première question, chers panélistes, c'est selon vous, quelles sont les plus grandes avancées ou changements dans le domaine du trouble développemental du mariage depuis les 20 dernières années? Alors, je ne sais pas. À qui on lance le micro? Qui va passer la classe? Qui se sent interpellé? Oui, hein. Vas-y, mon chat. Désolé, je me lance là-dessus. Non, parce que juste, comme on parlait de ma thèse, dans les 541 pages, mais le groupe de discussion, la problématique de ma thèse était est-ce que, à cette époque, il y aurait des difficultés dans l'utilisation du langage qui vont au-delà de la structure. Et aujourd'hui, c'est donné un peu par escroquerie. Quand on regarde ce que Catalan a fait, c'est clairement là. Mais ce n'était pas ça il y a longtemps, vraiment. Je me souviens, dans l'école doctorale européenne où j'étais, c'était des questions de est-ce que ça pourrait. Il fallait vraiment aller. Aujourd'hui, en 20 ans, ça a changé beaucoup. Et l'autre grand changement, je pense qu'il y a aussi de Catalan qui ramène toutes les réflexions qui ont été faites les derniers 20 ans, et les impacts, des rapetissements fonctionnels. Alors ça, c'est ces deux aspects, l'aspect social du langage, la reconnaissance que le langage n'est pas seulement une série de mots qui se suivent, qui est aussi vrai, mais aussi qu'on fait quelque chose avec ça, et que ce quelque chose-là fait partie de l'ensemble pour les individus, qui humanise quelque part les effets d'une difficulté langagière. Pour moi, ça, c'est une avancée majeure d'intelligence. Moi aussi, je vais revenir à ma tête. Ma thèse, au cours de ma thèse, on a remarqué qu'il y avait des difficultés au niveau de la compréhension des mots. C'était des verbes, mais c'était des mots simples, dans des tâches très, très simples. Et on voyait que ces effets-là continuaient jusqu'à l'âge adulte. On devait évaluer des personnes
à la fin du primaire, au secondaire, les jeunes adultes et même des parents. C'était des familles qui avaient plusieurs personnes avec dysphasie à l'époque. Mais il y avait toujours des questions qui se posaient, c'est-à-dire est-ce que c'est un trouble de compréhension, est-ce que c'est un trouble de production ou c'est un trouble de représentation mentale du langage. Donc, c'est à quel niveau que ça se situe. Donc, pour aller comme dans le sens exactement contraire de ce que Stéphanie a fait, moi, j'ai commencé à sonder les réactions du cerveau à des stimuli linguistiques et ce qu'on trouve, c'est que les représentations mentales cognitives sont aussi différentes chez les personnes qui ont un trouble développemental du langage. Et ça a un impact très, très important sur comment on comprend cette difficulté-là. Donc, de finalement dire, c'est pas un retard, c'est une différence. Voilà. Mais merci, je pense qu'on reviendra après aussi sur comment le fait de comprendre ces différences-là, c'est à quoi qu'on impact et comment on agit face à cette différence. Qui est-ce que tu aimerais écouter maintenant, toi? Tu continues à aller le soir, Claude. Très contente d'entendre les chercheurs puis les gens, effectivement, qui ont pu prendre cet angle par rapport à la recherche sur le TDL, parce qu'effectivement, on a encore des enjeux de reconnaissance de ce que c'est. Tu l'as bien nommé aussi, François, dans le côté être capable de l'expliquer, autant pour les gens qui ont un TDL que pour des orthophonistes, des médecins, des enseignants, des orthopédagogues. Ça demeure que la journée où on va être capable d'avoir un langage commun, ça va être plus facile. Mais au-delà de ça, moi, je pense quand même que dans les 20 dernières années, il y a une meilleure reconnaissance du trouble de langage, qu'il soit TDL ou qu'il soit dysphasie ou tout ça. Mais cette notion-là qu'il y a des enfants qui deviennent adultes après ça, qui ont un trouble de langage, qui ont des difficultés à comprendre, à s'exprimer, à être en relation, en interaction avec les autres. Je pense sincèrement qu'on a fait quand même un bout de chemin par rapport à ça, notamment par des actions comme tu fais, François, comme vous avez fait aussi, Pascal. Puis, tout le côté un peu plus mondialisation ou le côté international avec des entreprises comme Rattle ou en Grande-Bretagne, mais aussi Catalyze, effectivement, en 2016-2017, qui a amené ce côté-là. Donc, si on a tout le même objectif dans le niveau de la recherche, au niveau de la clinique, puis au niveau de la population, d'avoir un langage commun, comme on est bien parti. Moi, je pense qu'on est déjà dans le bon direction. Selon mon point de vue de parent, oui, on lit beaucoup de choses sur le TDL. Une des choses qu'on lit de plus en plus, autrefois on disait que c'est un trouble spécifique. Là, ensuite, on nous a dit, les chercheurs, c'est plus un trouble qui n'est pas si spécifique que ça. Il y a beaucoup de troubles associés. Ce que je trouve, par contre, quand on assiste à des formations, on mentionne rapidement les troubles associés, mais on n'en tient pas compte. Comme par exemple le TDAH, on en parle, mais on parle peu de la dyspraxie, le trouble développemental de la coordination, puis on n'en tient pas assez compte, à mon avis, dans la réadaptation des dysphasiques. Par exemple, si on améliore la motricité, est-ce que ça va améliorer le langage et vice-versa? Donc, il y a eu, oui, des découvertes, mais en réadaptation, on dirait qu'on n'en tient pas assez compte. Puis aussi, en faisant un retour au centre de réadaptation à Laval, où mon garçon a été suivi, on me dit qu'il y a moins de ressources qu'il y a 10 ans. Pourtant, on connaît plus la dysphasie, comme vous disiez tantôt, on en parle plus, mais il y a un arrimage, on dirait, qui n'est pas fait entre la recherche et les services qui sont offerts aux jeunes. Puis, d'ailleurs, moi, en tant que parent, j'aime beaucoup lire les articles sur ça serait quoi la réadaptation efficace, surtout après l'âge de 5 ans. On voit de plus en plus de choses, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai essayé de voir si on parle proche du micro gris.
Est-ce que les gens entendent mieux? Et sinon, on va privilégier le micro noir. Ouais. Oui, c'est parfait. Mais c'est ça, on va essayer de privilégier celui-là. Ouais. Ok. Ben, je trouve que ça rejoint quand même beaucoup de commentaires des autres panélistes. Je pense qu'effectivement, Catalyse a vraiment mis la table à quelque chose de très important, de majeur en fait, pour le TDL. L'intention de départ était vraiment de rassembler, de regrouper, de faire reconnaître le besoin. Et je pense que ça nous permet déjà depuis quelques années de le faire et ça va se poursuivre à plusieurs niveaux, donc une uniformité, une meilleure compréhension. Et l'autre chose que j'ai envie d'ajouter, ben, c'est par rapport aux fameux impacts fonctionnels. Effectivement, je pense que c'est une grande avancée de mettre ça au centre de l'évaluation et donc du diagnostic. Et pour moi, ben, c'est de faire beaucoup plus de place aux jeunes et aux jeunes et à son environnement qui ont des impacts avec cette situation-là. Et je crois que ça répond peut-être à une question ultérieure, mais ça ouvre la porte aussi aux interventions qui prennent en compte les fameux impacts fonctionnels et, comme tu disais, les retentissements fonctionnels. Donc, pour moi, là, c'est vraiment très, très important et c'est un début de quelque chose d'essentiel. Excellent. Tu peux passer à la prochaine. Ben non, on va faire un échange de micro. On va faire un échange. Alors, j'espère que le public apprécie la commune. Excellent, parfait. Et j'espère aussi qu'on nous entend mieux en ligne. Oui, on va garder juste celui-ci à l'orthographe. C'est ça qu'on va faire. OK. Bon, voilà pour les grandes avancées de ces dernières 20 années. Donc, je pense que finalement, à vous cinq, vous avez couvert les avancées de ces 20 dernières années parce que vous apportez des éléments différents, chacune. Moi, comme on veut aussi que les conférences Romilly soient accessibles, pas juste à des professionnels déjà confirmés ou des parents qui sont déjà dans les réseaux. Est-ce que on parle beaucoup du Catalyse et est-ce que un des panélistes pourrait, d'une manière concise, juste nous expliquer finalement c'est quoi qui a été fait, ça veut dire quoi Catalyse? Oui. C'est pas fort. De manière concise et essayer de vulgariser. Donc, un groupe de chercheurs anglophones, c'est un groupe de chercheurs anglophones, s'est rencontré pour mettre sur papier des énoncés, donc des petites phrases qui décrivent le TDL ou qui décrivent des choses qu'il faut faire. La première était il faut trouver un terme qui tout le monde adhère à ce terme-là, parce que ce n'est pas juste un français. Donc, chacun a des termes. Première donc grande décision, c'était de dire c'est du DLD, du Developmental Language Disorder, ou du TDR en français. Et pour arriver là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient 15 ans, je crois. Et il y avait des chercheurs, il y avait des cliniciens, il y avait des usagers partenaires aussi. Et ils ont, dans ce consortium-là, trouvé un consensus. C'est-à-dire que tant qu'ils n'étaient pas tous d'accord, ils avançaient. Et ils se sont mis d'accord comme ça sur 12 énoncés qui ont gardé comme fil. C'est ça qui est publié à la fin, c'est 12 énoncés qui définissent le TDL. Dans l'article scientifique qui accompagne ces 12 prises de position, il y a des tartines qui expliquent tout le pourquoi du comment. Mais essentiellement, c'est ce qui les chercheurs se sont mis d'accord, ou le panel, le consortium s'est mis d'accord, c'est quoi les 12 points les plus importants pour comprendre le TDL, l'évaluer, le diagnostiquer et l'intervenir. Et le nommer. De se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est et comment on le nomme. C'est ça, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'avant Catalyse, on se disait comment, qu'est-ce qui caractérise ce trouble qu'on appelle de plein de noms différents et sur lequel on n'est pas entièrement d'accord. Est-ce qu'on peut trouver une étiquette commune? Et c'est devenu TDL, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on l'appelle TDL. C'est pas tout ce que vous avez vécu dans votre tête. C'est vrai. Mais excellent, merci beaucoup. La deuxième question qu'on proposait, elle est large.
D'accord? Et puis, elle est un peu provocatrice, elle a envie de l'être, elle est provocatrice parce qu'on est dans un haut pied de l'orthophonie aujourd'hui. Et la question, c'est est-ce que l'orthophonie, mais c'est utile dans le cadre du TDL? À quoi ça sert? Et on aimerait avoir vos perspectives cliniques, vos perspectives d'association, vos perspectives de parents qui ont eu des enfants ou un enfant avec le TDL, des perspectives de chercheurs. Mais pour répondre à cette question, est-ce que l'orthophonie, c'est vraiment utile? Et si oui, mais pourquoi? Et comment est-ce qu'on le sait que ça l'est? Qui voudrait se lancer sur cette question-là? Je peux bien, mais je trouve ça drôle quand oui, je suis là comme une représentante de l'ordre, mais je suis surtout pas l'ordre. Non, évidemment. Effectivement, c'est sûr que dans la mission d'un ordre qui est la protection du public dans le champ d'exercice de l'orthophonie et de l'audiologie, donc de tout ce qui est langage, parole, voix, communication, c'est clair qu'il y a, pour moi, c'est sans contredit, c'est utile. C'est utile, mais c'est utile jusqu'où? C'est utile comment? C'est utile à faire quoi un orthophoniste quand? Puis à quel moment dans la vie d'une personne qui a un TDL? C'est certainement nécessaire et essentiel quand on parle d'évaluation diagnostique. Ça, c'est clair. Mais après ça, pour nous, pour beaucoup de gens ici, ça prend un village autour de l'enfant pour l'aider. C'est certainement pas juste l'orthophoniste qui est le service professionnel nécessaire. Il faut travailler ensemble. Il faut agir tout le monde ensemble dans la même direction et nommer et reconnaître les déficits, les défis, les forces des personnes avec un TDL de façon commune, oui, entre orthophonistes, mais certainement avec les professionnels de la santé et de l'éducation aussi. C'est aussi ça, notre mission à l'ordre, c'est d'être dans une position un peu d'advocacy, de défense des droits des gens qui ont des difficultés au niveau de la communication, du langage, de la parole, de la cognition, les vestibulaires, c'est tout le champ d'exercice. Clairement, je ne vais pas dire que c'est pas utile, mais il faut comprendre que ce n'est pas juste des thérapies en orthophonie. C'est les connaissances et l'expertise et les compétences de l'orthophoniste qui sont. Non, je partage beaucoup là, ce que tu dis, ça fait du sens avec ce que j'ai réfléchi. Parce qu'effectivement, je pense que l'orthophoniste peut être au cœur de l'accompagnement des personnes qui ont un TDL, mais dans le comment, on va faire ça selon le contexte, le jeune, ses besoins. Je pense que c'est là que ça peut varier beaucoup, mais d'influencer aussi, des fois, la structure des services dans les écoles, dans la façon de travailler dans les écoles avec les jeunes. Donc, je pense que c'est le regard orthophonique et non pas juste l'expertise et la capacité de diagnostiquer qui doit être apportée dans la société pour les jeunes. Donc, moi, je le verrais vraiment de cet angle-là. C'est utile, c'est important, mais il y a une façon d'utiliser cette expertise-là selon le contexte. On va avoir beaucoup de choses à discuter pour la dernière question. Comment on s'y prend de tout ça? C'est Stéphano? Oui. C'est drôle parce que j'avais écrit là. Quand on dit qu'on communique autrement que par les paroles, voilà ça. Effectivement, moi aussi, je voulais aller là, de dire, je pense que la place de l'orthophoniste est très claire dans ce domaine-là, mais tout ce que les organismes communautaires proposent, ce que les ergos, les travailleurs sociaux qui travaillent notamment en centre de réadaptation, je pense à IAD, j'ai eu la chance de faire une partie de mes projets de recherche. Les ergos, TS, qui sont là, ils connaissent le TDL profondément et l'intègrent à leur propre discipline. Alors, il y a tout cet aspect-là, et comme tu disais,
les troubles concomitants ou associés sont là, mais il faut garder en tête que cet enfant-là a un TDL, il n'est pas juste un TDAH. Il y a un TDL, un trouble de cognition et un TDL. Donc, c'est des questions qui peuvent être importantes de bien connaître le TDL pour d'autres professionnels aussi. D'où aussi l'importance de certains centres qui ont des équipes multidisciplinaires qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Et le côté communautaire, j'ai dit l'État. Le rôle des parents est essentiel. Des enseignants. Et de manière plus générale, on parle de plus en plus de société inclusive. Donc, tout ce que, comme société, on peut faire pour accompagner les personnes avec un TDL. Que ce soit le juge, l'avocat, le policier, le pompier, l'ambulancier, toutes les personnes en situation d'urgence qui doivent pouvoir comprendre et interagir avec quelqu'un qui possiblement a des difficultés de communication. Je pense que c'est des questions, on en reviendra sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais c'est quelque chose qui, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus par rapport au rôle de l'orthophoniste. Je pense qu'à la recherche, et quand je reviens à la recherche, on manque encore énormément et brutalement de recherche sur l'efficacité de l'intervention. Il y en a quelques-unes, mais on n'en a pas. Si je peux continuer sur ce thème-là, donc on a beaucoup d'études, plusieurs études longitudinales qui regardent comment les personnes avec un TDL se développent, qu'est-ce qui se passe avec les gens de des âges différents, rendus à l'âge adulte. Mais il y a très peu d'études qui vont regarder l'efficacité de l'intervention. Donc, ces groupes-là sont souvent très hétérogènes, ils ont des histoires différentes. Et dans beaucoup des cas, il y a eu un manque de continuité dans les services quand les enfants changent de la prématernelle à l'école, puis ensuite de l'école primaire à l'école secondaire, puis ensuite jusqu'à l'âge adulte. François pourrait vous raconter son histoire de vie. Je pense que c'est une belle étude de cas là-dessus. Donc, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des besoins différents à des âges différents, puis des approches sont différentes à des âges différents. Ce que j'aime beaucoup, puis ce qui est peut-être quelque chose qui pourrait être étudié, c'est comment, je m'en vais dans les recherches futures, mais comment on répond, comment les gens avec un TDL identifient des besoins, puis comment on peut y répondre dans les services. Parce que c'est rarement abordé, puis on ne sait pas si c'est efficace. Tu seras vraiment invité à élaborer là-dessus dans la prochaine question. Pascal. Faut que je me retienne, parce que j'ai trop de choses à dire. Non, au primaire, je vais partir de mon exemple, mais aussi des lectures que je fais, des dysphasiques que je connais. Quand ils sont tout petits, si les parents sont assez proactifs, ils vont réussir à mettre leur enfant sur une liste d'attente pour aller au centre de réadaptation. Parce que malheureusement, il y a trop de centres de réadaptation qui offrent des services seulement avant 5 ans, ce que je trouve déplorable. Donc, par exemple, mon fils est allé en centre de réadaptation, puis il a eu la chance d'y aller 2 ans, parce qu'il est né au mois de décembre. Ensuite, tu rentres à l'école, puis il est supposé d'avoir un continuum de services. C'est pas vrai dans notre cas, puis dans le cas de plusieurs. En maternelle, il n'y a pas de service. Puis mon enfant était chanté qu'il allait en classe ressources langage à la commission scolaire de Laval. Puis il regroupait les enfants qui n'avaient pas des grosses difficultés au niveau de la compréhension. C'est une orthophoniste qui avait insisté pour partir de ces classes-là. Là, c'était très bien en première, deuxième année. Les professeurs étaient très habitués avec les enfants dysphasiques, mais ils ne composaient que la moitié de la classe. Donc, ils étaient mêlés avec des enfants pas tannants qui réussissaient bien à l'école. Puis, il y avait peut-être 10 rencontres d'orthophonie par année. L'équipe était formidable. Malheureusement, ce n'est pas une priorité, on dirait, dans le système de l'éducation. Donc, les groupes ont tombé. Puis là, les professeurs disaient envoie ton enfant à Vanguard. Donc, mon fils est allé à Vanguard, qui est une très bonne école, qui donne surtout des services orientés vers la dyslexie, parce que malheureusement, après avoir été un parent d'enfants qui sont allés en classe régulière, dans des écoles spéciales, puis dans les classes spéciales, je peux vous dire qu'à l'école, si ton enfant n'a pas des échecs, on ne s'en occupe pas trop. Donc, oui, ça prend un village pour entourer les enfants, mais les professeurs ne sont pas formés pour ça, puis ils en ont plein les bras. Et les orthophonistes à Vanguard me disaient que la majorité des professeurs pensaient juste que les enfants dysphasiques ont un trouble de parole. Puis là, on est dans une école spécialisée. Donc, je veux bien que le village s'occupe des enfants, mais c'est quand même difficile à comprendre le TDL
Donc, nous, ce qu'on a décidé, c'est, pour répondre à la question, mon garçon continue à aller en orthophonie jusqu'en secondaire 3. Là, les services, on a arrêté parce que c'était la pandémie, malheureusement. Puis moi, de mon bord, ben, je complétais aussi. Donc, moi, personnellement, je trouve, pour les apprentissages plus complexes, la syntaxe plus complexe, il me semble, là, c'est un feeling, qu'on ne peut pas juste se fier aux discussions qu'on a à l'école ou dans la vie de tous les jours parce que on dit, les phrases sont complexes, les connecteurs, les pronoms relatifs, ça prend beaucoup de répétitions, ça prend des exercices de généralisation, il faut qu'on leur explique. Donc, à mon avis, à moi, il y a des choses que mon garçon a acquis juste en étant exposé à des jeunes de son âge, à des adultes, mais je suis profondément persuadée qu'il y a des choses qu'il a acquis au niveau langagier parce qu'on a travaillé ces choses-là de façon pointue en orthophonie. Là, il est rendu au cégep, puis là, il n'y en a plus au cégep. Je pense que c'est seulement 5% à peu près des enfants au cégep qui disent avoir un trouble de la parole ou un trouble du langage. Puis si on va au niveau universitaire, il y a 1% des élèves en situation de handicap qui ont un trouble du langage. 1% des élèves de HDA au niveau de l'université. Puis, parmi les élèves dysphasiques qui étudient à l'université, il y en a seulement 3% qui réussissent à avoir un diplôme. Donc, il y a quelque chose là. Si on s'occupe juste des enfants quand ils sont jeunes, puis ils arrivent à l'âge adulte, on va dire, ben, on va leur donner l'aide avec une technicienne spécialisée, une éducatrice, pour les aider à s'inscrire au cégep, pour les aider à prendre leur permis de conduire, mais s'ils sont si handicapés à l'âge adulte, moi, je suis persuadée, c'est parce qu'ils n'ont pas de réadaptation du langage, parce qu'ils sont intelligents. Mais tu vas dans un service public, puis tu baragouines, tu as de la misère à exprimer tes choses. C'est sûr que tu vas peut-être abandonner ta démarche, par exemple, pour t'inscrire au cégep ou pour prendre ton permis de conduire. Mais ce n'est pas que tu es nono, c'est que tu n'as pas les mots pour t'exprimer. Or, les services chez les adultes, c'est plutôt des services de soutien. On dirait que c'est tellement compliqué de réadapter le langage qu'on a abandonné, puis qu'on a dit, ben, on va les aider quand ils sont jeunes, puis le langage va évoluer. Mais ils ont besoin de plus d'aide au niveau langagier. Donc, oui, l'orthophonie, selon moi, c'est très important. Merci Pascal. Juste une petite précision pour comprendre, parce que vous disiez l'orthophonie, vous l'avez continué jusqu'en troisième secondaire avec votre fils. Ouais. Dans quel contexte alors les services venaient au prénom? Moi, j'en faisais beaucoup à la maison. Ouais. Je développais du matériel. C'est aussi presque pas de matériel pour les plus vieux. Et aussi, on était accompagné par un orthophoniste au privé. On faisait les deux. Ouais. Puis à l'école, il y a le programme Escalade. Puis à Vanguard, j'avais présenté le programme Escalade parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire un à un, comme les groupes de discussion, le dialogue, tout ça. C'est super intéressant, mais en milieu scolaire, ils nous disent qu'on n'a pas le temps de faire ça. Donc, moi, le matériel, je trouvais qu'il était excellent. Puis Vanguard a décidé de ne pas embarquer là-dedans parce que ça aurait été intéressant de regrouper des adolescents dysphasiques. Ils n'ont pas tout le code 34, là. Ils sont capables de discuter avec une animation. Ça serait quelque chose de vraiment intéressant. Là. Est-ce que vous pourriez juste définir le matériel escalade, ce que je juste expliquer ce que c'est un exemple? Le matériel escalade, c'est du matériel développé pour les écoles secondaires, pour que le personnel en milieu secondaire puisse faire des activités avec les jeunes sans nécessairement être orthophoniste. Ça a été développé par l'orthophoniste et chercheur Chantal Desmarais et une équipe aussi. Puis c'est tellement bien fait qu'ils ont décidé de rendre le matériel gratuit et disponible pour les écoles. Mais on dirait que la sensibilisation au niveau du réseau de l'éducation, c'est pas suffisant pour le langage oral. On met beaucoup d'importance sur les troubles du langage écrit, mais pas assez sur le trouble du langage oral. Mais c'est très bien fait. Peut-être que j'ai envie de dire des choses sur l'escalade. Oui. Parce qu'on vient de tenir une subvention avec Chantal et François et avec l'organisme Plus pour adapter Escalade dans les milieux communautaires qui visent davantage. Lui, Escalade 1, il vise l'aspect scolaire, puis l'autre, ça serait un peu l'entrée dans le monde du travail. La connaissance pour le monde du travail. C'est comme une mise à jour d'Escalade qui pourrait être donnée dans des
organismes communautaires. Encore une fois, même principe, même co-construction. Donc, on démarre le projet. Là, c'est Montréal que j'annonce. On a dit quelque chose pour le TDL, qu'on va continuer. Je suis contente quand tu dis cette je vais le dire. Mais alors, gros disclaimer, je n'avais pas utilisé. Oui, gros disclaimer. On n'avait pas encore annoncé. On annonce maintenant. Exactement. Puis exactement, le programme Escalade, c'est gratuit. Puis, comme Pascal dit, c'est vraiment bien fait pour l'avoir regardé un peu. Ça. Et pour répondre un peu à la question, avant de repasser le micro à Ingrid pour la troisième question, c'est que au niveau orthophonique, José Pouliot, c'est quand même une sommité au Québec. Et moi, j'avais lu pendant 10 ans de manière intensive. Ça pouvait aller jusqu'à 3 heures d'orthophonie par semaine. Alors, c'est pour ça que cette question-là, je l'ai mis dans le panel parce que je la trouve fondamentale. Les impacts fonctionnels, oui, c'est un élément central dans le TDL, mais la réadaptation, avec tout ce que j'entends, c'est qu'il reste beaucoup à faire pour démontrer à quel point c'est efficace. Puis ce que Ingrid Frédral a dit, c'est sûr, ça peut être considéré comme une étude de cas, là, si on peut dire, de l'avoir vécu pendant 10 ans. Je ne connais pas des TDL adultes qui ont décidé de reprendre ça en main. Puis si aujourd'hui, je fais ce que je fais dans le TDL, mais un des piliers, c'est grâce à ça. Alors, donc, c'est ça. Alors, je repasse le micro à Elisabeth pour la question. Merci, François. Bien, c'est ça, la troisième question, c'est celle qui nous amène justement vers le futur. Donc, la manière dont on vous l'a posée, c'est quels sont les besoins urgents qui demeurent aujourd'hui. Donc, vers où est-ce qu'il faut qu'on s'en aille et puis voilà. Merci. Ben, je pense que je vais répéter des éléments qui ont déjà été nommés, là. Mais d'une part, je pense qu'il y a un gros manque de transfert de connaissances. Donc, des applications pédagogiques et orthophoniques qui sont basées sur la science. Donc, de comprendre qu'est-ce que la science nous dit, puis de l'amener dans les écoles, puis dans les cliniques orthophoniques. Donc, on vient de nommer un exemple où ça a été fait, mais ce n'est pas utilisé. Donc, il y a aussi ça, de conscientiser les milieux scolaires par rapport à ça. Le deuxième aussi, c'est des points qui ont déjà été notés. On sait qu'il y a d'énormes avancées qui ont été faites dans la recherche TDL depuis les 20 ou 30 dernières années. En français, il y en a eu beaucoup aussi plus récemment. Mais il manque une connaissance, je dirais, 360 degrés des étapes de développement de la communication, du langage. Et surtout autour de l'adolescence, je dirais qu'il manque énormément d'informations. Mais aussi chez les jeunes adultes et les adultes. C'est quoi le devenir de communication d'une personne qui a un TDL? Et puis, on l'a déjà nommé aussi, mais les processus plus complexes, comme la syntaxe puis le discours, qui sont toujours en développement à l'adolescence, puis jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qu'on voit dans notre laboratoire, on voit qu'il y a vraiment une consolidation de la grammaire qui se fait très tard. Et puis, donc, on ne sait pas même où le développement typique s'en va. Alors, on reviendra pour le TDL. Et, mais même, il y a des aspects du vocabulaire qui restent développés parce que c'est un élément, par exemple, du langage, le vocabulaire, qui peut toujours augmenter puis qui augmente jusqu'à notre mort, essentiellement. Donc, comment ça se fait, par exemple, si on a des difficultés de compréhension, est-ce que c'est lié à un vocabulaire? Comment on engrange notre vocabulaire? Est-ce qu'on a des façons différentes d'engranger notre vocabulaire si on a un TDL ou si on n'en a pas? C'est toutes des questions qui ont été un peu abordées chez les très jeunes enfants dans le début du développement du langage, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'école secondaire, à l'âge adulte. C'est quoi les changements ou les absences de changement? Oui, qui voudrait prendre le relais? Avec la recherche. La recherche, l'intervention, étudier l'intervention. Au niveau peut-être plus quand on sait que les orthophonistes marchent, et
faudrait que les orthophonistes soient disponibles, qu'il y ait des orthophonistes puissent offrir leur service pour être disponibles dans le sens. Voilà, c'est le format, mais il faudrait qu'il y ait un accès. Voilà, le témoignage, qu'il soit précisé, et que n'oublie pas que les troubles neurodéveloppementaux, comme le TDL, ne concernent pas que les enfants. Ce n'est pas un problème des enfants. C'est quelque chose qui touche les êtres humains dès leur naissance jusqu'à leur mort. Mais en ce moment, on a pour la plupart des services pour les troubles neurodéveloppementaux, donc on les offre aux plus jeunes. Et là-dessus. Et désolé pour le mais c'est ce côté-là, je ne suis pas contre, justement, il y avait Victoria Jeffrey, qui est d'Angleterre, qui dit, moi, et c'est quelqu'un qui travaille en intervention adolescence, on a vu. Il dit, moi, je ne suis pas, ce n'est pas deux équipes de soccer qui sont en combat, intervention tardive et intervention très précoce. Ce n'est pas deux équipes séparées. Donc, on est autant pour l'intervention précoce qui est quand même là, c'est pas enlever ce bout-là, mais c'est de ne pas oublier qu'après 18 ans, ces êtres humains continuent à avoir des situations de vie pour lesquelles ils ont besoin d'aide, de support, la parentalité, des questions compliquées, devenir politicien, il y a des choses dans lesquelles on peut avoir besoin d'un support supplémentaire parce qu'on doit comprendre tout. Et ce bout-là, je pense que c'est quelque chose qu'on doit commencer à faire attention profondément. Dans les études, dans les milieux cliniques et dans les milieux politiques. Vous pourrez répéter la question, on est dans l'évangile. C'est ça exactement. Donc, quels sont les besoins urgents que vous identifiez? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, je ne sais pas, je dois répondre indirectement à la question. Pour nous, les parents, c'est des services et de la recherche. Quand on lit la recherche, ce sont des courtes interventions en termes de semaines sur des choses pointues, mais le langage, c'est l'addition de plein de choses. Ça se passe sur des années. Puis il y a un discours que j'entends récemment, depuis quelques années, qui me fait peur en tant que parent d'enfants dysphasiques, qui va peut-être avoir lui-même un enfant dysphasique, je ne serai plus là pour aider. C'est comme si on dit, ça coûte trop cher donner des services aux personnes dysphasiques. Il y en a trop de personnes dysphasiques. Il n'y a pas assez d'orthophonistes. Et moi qui ai étudié en médecine, je me dis, je pense qu'on est évalué à 4 000 $. C'était un centre de l'adaptation qui avait évalué à 4 000 $ le coût de suivi par enfant par année. Mais combien ça coûte d'avoir une dialyse? Combien ça coûte d'avoir un suivi pour de l'arthrite? C'est des dizaines et des centaines de milliers de dollars, là, par exemple, pour certains troubles de santé. Pourquoi on trouve que c'est si cher? Puis moi, ça vient vraiment me chercher. Dans le milieu d'éducation, on parle de plus en plus, comme il manque d'orthophonistes, on se dit, j'entends des fois les gens dire, le langage évolue de toute façon. Oui, mais on n'a pas beaucoup d'études à long terme d'enfants dysphasiques qui n'auraient pas eu de services d'orthophonie versus d'autres qui auraient des services d'orthophonie assez intensément durant de longues périodes. Donc, c'est comme si on baissait les bras. Il y a beaucoup d'études sur le TDAH, sur l'autisme, sur l'hypertension. Quand on trouve qu'un problème de santé est assez important et mérite qu'on en prenne soin, on va mettre les sous pour faire de la recherche. C'est comme si moi j'entendais, c'est pas important la dysphasie, le TDL, donc on va offrir des services clairs après la petite enfance. C'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Si c'est important, si ces gens-là sont intelligents, si le langage, ça fait partie de la caractéristique principale de l'humain, il faut y accorder plus d'attention. Puis je pense que les gens ne réalisent pas c'est quoi avoir de la difficulté à parler. Puis je vais terminer en disant, j'ai une tante qui était dans le milieu de la santé, elle a eu un AVC. Puis elle me disait, ce que j'ai trouvé plus difficile dans mon AVC, ce n'est pas les problèmes moteurs, c'est de ne plus être capable de m'exprimer. Là, elle a fait une dépression. Elle s'en est sortie. Puis là, ben, elle dit, je comprends c'est quoi un peu la dysphasie.
Mais on dirait que quand tu es né avec un problème, on y accorde moins d'attention. Mais si tu es un adulte qui parlait et qui a eu une aphasie, là, tu vas avoir, les gens vont plus comprendre que c'est difficile pour toi. Mais naître avec le dysphasie, c'est excessivement difficile. Puis on devrait mettre beaucoup d'énergie pour trouver des façons de réadapter le langage. Donc, pour moi, c'est ça, plus de recherche, plus de services, puis plus de travail entre les différents professionnels de la santé, même passé l'âge de 5 ans. C'est ça, et une reconnaissance de la valeur intrinsèque de la personne qui vit avec un Et PDA. du trouble sans rappel. Ouais, merci. Pardon, je ne répéterai pas ce qui a été dit, mais je pense qu'effectivement, on vient au problème que si on trouve invisible, c'est le TDL, puis qu'on a encore beaucoup de travail à faire dans la reconnaissance comme telle du trouble. Juste pour ajouter à ce qui a été dit, je suis totalement d'accord avec les besoins qui sont là, qui se maintiennent, qui perdurent et qui, dans des périodes notamment charnières de transition dans la vie scolaire, dans la vie adulte, il y a aussi des besoins d'accompagnement puis de mise en place de stratégies à ce moment-là. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut travailler, oui, les orthophonistes, mais avec tout le monde, tous les professionnels. Si une personne qui a un trouble de langage se retrouve chez un psychologue pour une psychothérapie à 25 ans parce que là, il n'en peut plus, il est dépressif, peu importe. Si ce psychologue-là n'est pas capable de comprendre les enjeux ou les difficultés, les défis langagiers qui sont derrière ça, la thérapie en psychologie, ça passe par le langage. Puis deux, la personne a de la misère à exprimer ses émotions. On sait aussi, il y a des études, je pense, qui disent que les enjeux au niveau des relations amoureuses, il peut y avoir des fois des délits, il peut y avoir toutes sortes de choses. C'est encore une fois la méconnaissance qui nous emmène là. Donc, il faut décloisonner, il faut en parler, il faut que tout le monde soit au courant. Et en partant avec les éducateurs en CPE et en garderie quand ils sont tout petits, les enseignants, jusqu'aux employeurs, on a encore du travail à faire dans ce sens-là. Puis effectivement, je crois sincèrement que le langage, de toute façon, on le sait, il est partout. Il est partout, il est partout dans notre vie. Je lisais aussi dernièrement, il y a même, tu sais, avant, il y avait tout est, tu sais, on passe par du numérique, on passe par de l'écrit, on passe par. Il n'y a plus vraiment d'emploi où il n'y a pas du langage. Même un bûcheron qui voulait aller dans le bois, avant, ben, il va avoir maintenant une machinerie, il va avoir de la compréhension, il va avoir. Fait qu'on ne s'en sort pas, fait qu'il faut effectivement aussi ces gens-là. Alors, j'ajouterais qu'effectivement, je ne sais pas si c'est l'urgence, mais je pense que c'est la première étape essentielle, c'est la sensibilisation. Je rejoins en fait ce que tu dis. Parce que moi, comme orthophoniste, même si j'ai les meilleures capacités possibles quand je suis devant un client à le faire évoluer, je sais que si dans son quotidien, dans les situations qu'il rencontre, si je n'ai pas l'aide et les ajustements qui sont faits pour le faire évoluer dans le même sens, je n'ai pas l'impression que tout ce que je vais mettre comme effort et le jeune va mettre comme effort, ça va avoir des répercussions. Et je pense que ça passe beaucoup par la sensibilisation, non pas juste de dire, ben voici ce que c'est compliqué, puis c'est abstrait et ils font pitié, mais c'est vraiment plus de dire, voici ce que c'est et voici concrètement comment, comme enseignant, éducateur, parent, vous pouvez vous ajuster aux situations communicatives qui sont plus difficiles. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, cette sensibilisation et cette compréhension des moyens concrets à prendre pour aider, je pense que c'est là qu'on peut aller plus loin ensuite dans la connaissance et l'ajustement aux besoins des personnes qui ont été développées. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Puis la sensibilisation aussi, je me suis déjà dit, on fait beaucoup de sensibilisation dans les associations de dysphasie, dans le milieu de l'orthophonie, mais il faudrait ouvrir ça parce que même les dysphasiques, il y avait eu un recueil de données aux États-Unis par une compagnie d'assurance, puis ils ont plus de problèmes de santé physique aussi. Mais j'accompagne, moi, mon garçon dans les rendez-vous médicaux,
Puis souvent, ça va vite, vite, vite. Ça va même vite pour nous. Puis là, il essaie d'expliquer ses symptômes ou le médecin il donne des conseils puis il ne comprend pas. Puis on a développé un bon lien qui me permet d'y aller avec lui, même si c'est discutant. Puis il va s'introduire au début, il va dire ma mère est là pour essayer de voir s'il y a des choses que j'ai oublié de dire ou comprendre quand on va sortir du bureau. Donc, ils ont plus de problèmes de santé physique aussi. Puis ils ont souvent des emplois où ils gagnent moins d'argent. Donc, on fait des conditions un peu plus difficiles aussi. Et donc, je m'étais dit un jour, peut-être qu'on devrait faire un colloque, un peu comme ils font pour le TDAH, où plein de professionnels de la santé sont invités, pas juste des orthophonistes ou des audiologistes. Et même parfois, dans certains colloques, le TDAH, il invite les parents et ça favoriserait les discussions. Même les médecins ne connaissent pas tellement la dysphasie. Il y a aussi les conseillers en orientation. Il y en a qui ont fait des thèses sur la dysphasie et l'orientation. Les dysphasiques, c'est vrai que, comme François disait, il y en a qui ne se connaissent pas beaucoup. Hein? Ils vont dire, je suis dysphasique, mais j'ai juste de la misère à l'écrit. Je suis dysphasique, mais je suis juste distrait au TDAH. Ils ne savent même pas c'est quoi la dysphasie. Donc, en faisant des colloques où on invite plusieurs personnes, ça sensibiliserait. Puis, si le colloque est vraiment officiel, peut-être les gens qui ne sont pas trop portés à venir écouter des conférences sur la dysphasie, par exemple, des médecins, ils diraient « Oh, il y a un gros colloque. Là, il faut que j'y aille. » Voilà. Non. Prends la parole et puis on passera à la dernière question. Tu veux que je réponde à la dernière question? Tu peux. Moi, je proposais. Attention. Je proposais. Parfait. Ça te va? Oui, ça va. Alors, voilà. Donc, on va passer à la question de la fin. Et c'est un exercice de projection que je vous propose. Donc, on est en mai 2024 aujourd'hui. Moi, je vous propose qu'on s'imagine assis ici tous ensemble, mais en mai 2044. D'accord? Pedra sera revenu de sa retraite, bien entendu. Mais, donc, si on se projette 20 ans en avant. Vous êtes sur le bord, madame. Non, tu ne vas pas vieillir, toi, tu seras en pleine carrière. Et c'est qu'est-ce qu'on veut pouvoir dire? Où est-ce qu'on est rendu? C'est quoi tout le beau qu'on a vu? Pourquoi est-ce qu'on va s'imaginer qu'on est dans quelque chose d'utopique, d'accord? Tout a bien fonctionné. Tout ce qu'on a dit, les urgences ont pu être adressées. On a eu le colloque en 2026, il a eu lieu. Il y a eu plein de médecins qui étaient là. Tout le monde commence à bien s'entendre. Il y a plein de recherches qui ont eu lieu. On vit dans quel monde? Dans quel monde est-ce que une personne avec un TDL qui a 18 ans, qui a 30 ans, qui a 50 ans, dans quel monde est-ce que cette personne-là vit en 2044 si tout s'est passé comme on dit? Et donc, je vous laisse un mini moment pour y réfléchir. Et j'invite le public aussi à se projeter là-dedans. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer, ce monde-là? Désolée. Ah, ben, je commence. Allez, c'est parti. C'est vrai que c'est vaste. Un monde où est-ce que les gens connaissent, la population connaît c'est quoi le TDL. Un monde où si quelqu'un trouve qu'il a besoin d'orthophonie, qu'il ne soit pas toujours obligé de justifier son handicap pour avoir des services d'orthophonie. Par exemple, pour aller en orthophonie puis utiliser la carte, la RAMQ, sans être obligé de toujours se justifier. Parce que c'est une chose, on est toujours obligé de se justifier. On dirait qu'il faut qu'on dise mon enfant est pire que l'autre, qui a le droit d'aller au centre de réadaptation. Mais si tu as l'hypertension, tu n'as pas à justifier ça à ton médecin. Aussi, un monde où les dysphasiques n'arrêtent pas les études au secondaire. Un monde où il accède au cégep et à l'université, qui ait de l'aide aussi de logiciels qui soient à la mesure, qui puissent répondre à leurs difficultés, là, par exemple, au niveau de la
Syntaxe, actuellement, il n'y a pas grand-chose au niveau des logiciels pour les troubles du langage oral. J'aurais d'autres idées, mais je vais passer mon micro. Ça savez quoi? Dans 20 ans, là, on est rendu 10 000 orthophonistes au Québec. Minimum. Mais au-delà de ça, moi, je me dis, ça s'appelle encore un TDL. On n'a pas changé. On n'a pas changé. On n'a pas changé de nom. On est toujours dans la même. La compréhension est meilleure partout. Dans les facultés d'éducation, ça fait partie de l'enseignement de base, en formation initiale, les gens comprennent. Puis on est moins dans une période où on essaie de tout diagnostiquer, dans le sens de mettre dans des petites cases le TDAH, le TDL, le trouble de la coordination motrice. On voit plus systématiquement, on voit plus l'individu comme un tout, comme un individu, puis on est plus en mesure, on est plus polyvalent. Il me semble que, comme professionnel, on est plus polyvalent dans ce qu'on fait comme intervention, dans notre approche qui est plus systémique, qui est plus... On travaille avec l'environnement, on travaille avec les parents, et c'est comme rendu naturel, c'est spontané. C'est plus une orthophoniste dans son petit bureau avec la personne ou le parent puis l'enfant. On travaille beaucoup plus en communauté, en communautaire, en gang autour. Je reviens à mon village. Je pense que j'y tiens. Mais on a quand même 10 000 orthophonistes qui sont là aussi pour travailler, puis organiser, puis orchestrer tout ça. Moi, vraiment, je pense que je rêve de laisser. Audrey, parfait. Je peux continuer. Ouais. Je vais arrêter comme ça. J'appuie ma Claude. C'est juste que j'ai envie d'ajouter comme représentante de l'Association des orthophonistes et audiologistes du Québec que dans 20 ans, je souhaite que les gens sachent c'est quoi une orthophoniste et pas juste ça aide à ne pas parler sur le bout de la langue. Donc, c'est juste un petit clin d'œil. Mais sinon, tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à envisager pour travailler différemment, pour avoir plus de ressources, mais exploiter les ressources différemment aussi, que ce soit professionnel orthophoniste, mais effectivement tous les autres, incluant les parents et les jeunes eux-mêmes, parce que c'est eux qui composent avec leurs problématiques, leurs difficultés, leurs défis. Donc, comment on peut les exploiter? Ben, en fait, il faut les exploiter, mais les intégrer pour qu'eux-mêmes sachent quoi faire et comment faire les choses pour s'aider à évoluer. Voilà. Magnifique. Dans le village que la paroisse temps, il va être aussi attentif et sensible à toutes les personnes qui ont des difficultés de communication. Il y aura besoin, on saura qu'est-ce qu'est le TDL, mais en général, on va prendre certaines précautions quand on parle, quand on fait quelque chose pour que tout le monde puisse y accéder. Peu importe que ce soit un TDL ou n'importe quel autre élément de notre vie qui fait que ce jour-là, on se trouve en situation de handicap. Je pense qu'on s'en va peut-être vers ça. Et au niveau de la recherche, moi, j'espère qu'on arrivera à avoir des gros consortiums de recherche comme on les a dans d'autres pays comme ils sont grands et qu'on continue de faire la même chose dans le labo, parce que c'est bien d'avoir notre propre couleur aussi, mais qu'on puisse se réunir autour de la francophonie, par exemple, pour avoir des projets de recherche dans lesquels on n'a pas tous participants, mais 4 000. Parce qu'à ce moment, c'est dans des freins. Parce que le recrutement est tellement beaucoup qu'on aimerait beaucoup. Parce que les gens ne viennent pas. Parce que je n'arrive pas à les motiver, parce que je n'ai pas les bons mots. C'est quelque chose que, voilà, ensemble, on travaille de plus en plus ensemble. Bon, ben, je ne répéterai pas ce que vous avez dit parce que ça rejoint beaucoup. J'avais pensé beaucoup à la notion de partenariat. Donc, les partenariats sont importants. Ça devrait être développé plus quand j'aurai 76 ans. Faites le calcul. Alors, mais par contre aussi, je pense qu'il y a aussi, donc Stéphane va parler de toutes les personnes qui peuvent avoir des
situations de communication. Donc, on va aussi inclure beaucoup plus de notions de bilinguisme, de multiculturalisme et de multilinguisme aussi dans ces groupes. Et quand on a des grands groupes, on peut faire ça. C'est ça qui me rend ça plus intéressant. Donc, on est obligé de contrôler ces facteurs-là. Donc, les connaissances vont être plus riches. Merci. Je propose que Patial fait le dernier mot du panel et puis qu'après François puisse reprendre la parole. Avant de te donner la parole, j'invite vraiment les personnes en ligne à écrire vos questions, vos commentaires, parce qu'on aura un moment pour les soulever. Puis une fois que François aura donné son dernier mot, on aura aussi les personnes du public qui pourront poser des questions. J'en reviens un peu ce que tu disais, Stéphanie, tantôt. Oui, ça serait intéressant d'avoir des consortiums, puis un partage d'informations entre tous les centres de recherche. Et c'est difficile la recherche, puis on avait déjà pensé à ça quand François et José Pelletier, on essayé de faire de la sensibilisation à la dysphasie. C'est tellement complexe le langage, puis je trouve, un peu comme Audrey disait, la linguistique, le langage, le métier d'orthophoniste n'est pas assez reconnu selon moi. Puis quand tu as un enfant soudainement qui a de la misère à parler, je passais des nuits blanches à essayer de trouver des façons de lui expliquer certaines choses. Quand ils sont tout petits, c'est tous des mots concrets, puis on dirait qu'on a beaucoup de matériel. Puis quand ça devient compliqué, c'est quoi la différence entre être content ou être fier, par exemple, fier de ton bulletin? Ça demande beaucoup de réflexion. Puis là, j'avais réalisé tout d'un coup à quel point on minimise la difficulté d'acquisition du langage quand on n'a pas de trouble. Donc, moi, je rêve du jour parce que les gens vont plus reconnaître l'importance du langage. Puis, ça serait intéressant aussi d'avoir des chaires de recherche parce qu'on en a sur le TDAH, l'anxiété, etc. Puis, les dysphasiques qui ont tous ces problèmes-là, ils n'ont pas accès à des chercheurs pour le TDL. C'est quand même bizarre parce qu'ils ont toutes sortes de troubles associés, mais le TDL est, selon moi, un de leurs handicaps les plus importants. Donc, ça serait le point qu'il y ait une chaire de recherche. Pourquoi il n'y en a pas à date? Je ne sais pas. Et ça serait intéressant qu'il y ait, je ne sais pas, des hôpitaux puis des centres de recherche qui travaillent ensemble et avec des chercheurs de différents disciplines. Merci beaucoup. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, alors, je vais quand même répondre aussi à la question comme personne qui a un trouble développemental du langage. Ce que je remarque beaucoup, c'est que depuis 12 ans, toutes les conférences que j'ai faites, tant primaire, secondaire, les jeunes dysphasiques sont vraiment inconscients de leur trouble. Puis moi, mon plus grand souhait, ce serait de voir des petits François là, qui fassent ce que je fais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai aussi mon frère qui a un TDL, on est deux. Puis quand je lui pose la question, souvent, beaucoup de dysphasiques sont tellement occupés dans leurs choses, c'est tellement difficile. Puis moi, c'est vraiment une vocation, je consacre tout mon temps là-dessus. Alors, si j'avais d'autres éléments autres que le TDL, je pense que je ferais autant que j'en fais présentement. Donc, ce serait ça mon plus grand souhait. Et donc, au niveau plus de la société, au niveau de la recherche, un peu ce que Pascal dit, c'est une recherche sur montrer l'efficacité de la réadaptation, à quel point, comme ce que j'ai fait pendant 10 ans avec José Pouliot, parce que José Pouliot, elle ne m'a pas juste fait de la réadaptation, elle m'a expliqué ce que c'est. Puis ça fait tout le différence. Alors, pour conclure. Avant que tu conclues, on prend une période de questions. Oui. Puis on conclut. Parfait. Excellent. Est-ce que, Marion, nous avons des questions dans le chat? Il y a quelques questions? Oui. Tu as vous directement. Est-ce qu'on va d'abord prendre toi? Oui, on va d'abord prendre ici, et puis je te parlerai parce que moi aussi je suis Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci, moi j'ai vraiment entendu beaucoup de choses qui m'ont rassurée parce qu'on a apparemment des intérêts communs, puis des choses qui m'ont plus étonnée, mais c'est ça, par rapport au service en orthophonie. Donc moi je suis orthophoniste scolaire, ça fait 8 ans déjà. Avant j'ai travaillé en clinique privée, donc j'ai vu un peu les deux milieux.
Et j'ai eu la chance de rencontrer, c'est ça, donc j'y suis restée, c'est ça la bonne nouvelle en milieu scolaire, parce que j'ai rencontré des collègues qui avaient vraiment développé une expertise que je ne pouvais même pas imaginer. Ma profession, elle a pris toute une autre tournure parce que j'ai eu la chance justement d'avoir une vision beaucoup plus systémique. Excuse-moi, Marie. Donc, une vision beaucoup plus systémique, écosystémique, dans un contexte de vie. Donc, les interactions sociales, on parlait des impacts fonctionnels, on parlait de la pragmatique, donc l'utilisation du langage. Et à l'école, on a vraiment la chance de pouvoir travailler et identifier ces impacts-là et travailler en partenariat aussi. Hein, on est interprofessionnel, donc avec d'autres partenaires qui ne sont pas du système de la santé, mais du système scolaire. Et donc, moi, je le vois, parce que vous entendez mon petit accent, hein, je ne suis pas tout à fait d'ici à l'origine, et on n'a pas cette chance dans toute la francophonie. Au Québec, il y a une force qui est vraiment, moi, je le vois parce que je viens d'ailleurs et qui n'existe pas ça en France, par exemple, mais quand on a cette chance d'avoir ces collègues qui s'accrochent au milieu public, qui y restent malgré les difficultés, et qui ont vraiment développé, il ne faut pas sous-estimer, une vraie expertise qui n'est pas la même qu'une orthophoniste qui travaille au privé, vraiment. Puis je pense que les collègues qui ont vécu le savent. Moi, je suis du lundi au vendredi soir, hein. Je suis à plein temps dans les écoles depuis 8 ans. Enfin, c'est peu, mais il y a des collègues qui y sont depuis 20, 25 ans. Et tu parlais tout à l'heure, François, de José Poulet. Ben, je me rends compte que, je vais faire un lien justement, je me rends compte qu'en fait, on ne connaît pas ce qui se passe dans les écoles. Alors, je suis désolée qu'il y ait encore des situations, comme témoignait Mme Durocher, du manque de services, mais il y a quand même des choses qui se développent qui sont extraordinaires. Tu parlais de José, qui a développé le modèle Ampli, qui est dans les classes au primaire cette fois-ci, et qui est au secondaire aussi, mais je veux dire qui va jusqu'au primaire. Donc, apprentissage maximisé par des pratiques langagières interactives, où c'est vraiment les interactions sociales qui sont au cœur de l'enseignement, où on modélise des pratiques avec l'enseignante. Donc, on n'a pas juste un rôle conseil comme on fait dans le régulier, mais où on a vraiment beaucoup plus le temps de créer des partenariats. Donc c'est ça, moi je pense honnêtement que quand on parle des impacts et de l'avancée, c'est qu'il faudrait savoir que oui, en effet, comme je disais, il faut que les orthophonistes continuent en milieu scolaire à se tenir à même de tout ce qui est actuel de la recherche, et on le fait vraiment, je pense pour la grande majorité. Mais aussi, dans le sens inverse, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces professionnels-là qui ont développé une vraie expertise de terrain, en fait, et qui parfois auraient sûrement des propositions assez intéressantes en termes de prise en charge écosystémique et interprofessionnelle du milieu scolaire. Hein, ça c'est vrai, peut-être moins clinique, mais en même temps, il y a des agros de plus en plus à l'école, il y a des audiologistes maintenant dans les écoles. Donc c'est ça, moi je vois des perspectives dans ce sens-là, et il y a un partenariat entre l'école d'orthophonie et le centre service de Montréal. Enfin, donc, moi je me dis juste, est-ce que vous aussi, vous voyez une avenue, parce que quand on a cette chance d'avoir autant d'orthophonistes qui sont passionnés par leur travail, qui ont du mal aussi, parce que moi j'ai la chance, je suis dans une seule école à Saint-Gilles, c'est vraiment des bonnes conditions. Ce n'est pas le cas de tous mes collègues au Québec, et je le sais parce qu'on travaille beaucoup, on communique, c'est ça, on a des échanges, et je sais que c'est difficile, mais on a envie de faire progresser les choses, et je pense vraiment qu'il faut intensifier ces choses-là et qu'il y ait une valorisation de l'orthophonie scolaire. Il y a vraiment une méconnaissance, on parlait de l'orthophonie, mais spécifiquement encore plus profonde de l'orthophonie scolaire. Et ça, je trouve qu'il y a comme quelque chose qui me... Mais voilà, je voulais juste savoir ça, si vous étiez d'accord avec ça. Et puis, c'est ça, donc dans 20 ans, moi j'imagine plus de partenariats. Et je vais juste rendre le micro. Et oui, puis peut-être faire revenir plus d'orthophonistes dans les écoles en valorisant cette profession. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ta contribution à cette réflexion aussi. Est-ce que tu as apporté beaucoup de commentaires, beaucoup d'idées, mais est-ce que tu avais une question? Est-ce que tu peux nous la résumer?
c'était juste, est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est une richesse? Parce que j'ai entendu les orthophonistes doivent se tenir à jour ou quelque chose qui ressemblait un peu à ça, mais en même temps aussi, est-ce que la recherche se tient même de ce qui se passe vraiment dans les écoles? Je pense que oui, mais je veux dire, est-ce que vous voulez intensifier ça? C'est ça. Donc, est-ce que oui, l'orthophonie est basée sur les données probantes, mais est-ce qu'on crée des données probantes basées sur les pratiques cliniques et les besoins? C'est ça. Belle formulation, votre classe. Oui, donc moi j'avais mentionné la translation de la recherche, pas nécessairement que les orthophonistes doivent lire la recherche, mais que nous, on apprenne à mieux l'exprimer aussi, puis transférer la recherche, les données de recherche aux orthophonistes, la rendre digeste, si on veut. Donc c'est quelque chose qu'on oublie souvent maintenant. Mais c'est sûr qu'on est toujours intéressé à travailler justement en collaboration avec les amis. Ce qui est difficile, c'est la reconnaissance en fait, du travail des orthophonistes. Donc, dans certains milieux, si une orthophoniste veut participer à un projet de recherche, ce n'est pas reconnu comme du travail. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est une mentalité à changer. Un médecin qui participe à la recherche, c'est du travail. Une orthophoniste qui participe à la recherche, c'est des journées non payées. Donc, oui. Donc, ça, je pense que ça revient aussi à la reconnaissance. Je vais vous laisser, je vais vous proposer de répondre quand même brièvement parce qu'on a plusieurs commentaires vraiment intéressants sur le chat. On a 3-4 questions aussi sur lesquelles on voudrait vous entendre. Vraiment rapidement pour répondre à ce que j'ai compris. C'est déjà, on a sorti un guide dans l'orthophonie scolaire. Mais tu as raison, c'est une spécificité puis un milieu de vie tellement riche, tellement important. Puis je pense que ça aide notamment aux orthophonistes à faire leur place et à être reconnus. C'est pas juste les orthophonistes qui parlent du guide depuis 18 mois. Là. Les autres professionnels, les directeurs d'école, on en entend parler à plein niveau. Fait que je pense que ça va aider à la valorisation et à la reconnaissance. C'est bon. Ouais. Marie, l'école où vous travaillez, est-ce que vous travaillez dans des classes langage ou pour des classes régulières? J'ai les deux. J'ai 3 jours dans les classes ampli, qui sont des classes de langage et communication. Et ensuite, je travaille 2 jours en régulier. Juste répéter. Donc, la réponse de Marie, c'est que oui, tu travailles 2 jours dans les classes ampli et 3 jours dans les classes ampli et puis 2 jours dans les classes régulières, juste pour que ça passe. Moi, en tant que parent, puis personne qui étudie en sciences de la santé, ce que vous dites, c'est très important. Puis, est-ce qu'il y aurait moyen de faciliter le partage d'informations via, je ne sais pas, là, on parlait tantôt d'une chaire de recherche, mais via un site Internet? C'est difficile au Québec de lire ce qui se fait soit en clinique ou dans les écoles. Puis ça profiterait justement non seulement de partage d'informations, mais ça sensibiliserait aussi les gens au TDL. Comme à Vanguard, où 2 de mes enfants sont allés, il y a des orthophonistes extraordinaires. Ils n'ont pas tellement accès aux enfants. Dernièrement, la direction a décidé qu'elle ne pourrait presque plus faire d'intervention en classe, que je trouvais vraiment désolant. Et ils voient plus d'enfants en individuel, mais peut-être qu'il manque d'orthophonistes, donc on leur a interdit ça. Je trouvais ça vraiment plat. Et ces orthophonistes-là auraient sûrement plein de choses à partager aussi. Donc, s'il y avait un site de recherche, un site Internet, par exemple, ça favoriserait les échanges. Comme vous dites, il doit y avoir plein de choses intéressantes à partager entre les orthophonistes qui travaillent en clinique et celles qui travaillent en milieu scolaire. Moi, je pense que c'est une mouvance que tu donnes qui a commencé et qui va devenir de plus en plus importante. Il y a eu quelques recherches, il y a 5-6 années de ça, qui nous montraient l'importance d'étudier les interventions dans des conditions réelles. Parce que dans les conditions de laboratoire, ça pourrait marcher, mais une fois que tu l'implantes, ce n'est plus la même chose. Tu ne sais pas si ça marche encore ou pas. Donc, ce n'est pas des vraies données probantes, finalement. Alors, l'idée de le faire reason-based, to evidence-based, etc. Alors, dans ce sens-là, je pense que la mouvance est partie, mais comme toutes les mouvances, il y a besoin de temps, et il y a besoin de. Et
même temps, on n'est pas des millions à travailler sur le TDR. Et on a un temps qui est limité aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est essentiel de partir de qu'est-ce qui se fait dans les milieux, qu'ils soient communautaires, scolaires, éducatifs ou cliniques, peu importe, de partir de là pour penser à étudier, mieux comprendre qu'est-ce qui se fait déjà et pas d'essayer de forcément inventer quelque chose de nouveau. On peut, c'est une magnifique idée, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a déjà des magnifiques idées qui sont sur place. Et le rôle du chercheur peut être celui d'accompagner du point de vue un peu objectif, une certaine méthodologie pour voir si ça marche ou pas. Et donc, je pense que c'est la recherche qui s'applique. Merci. Je vais passer le micro à Marion, oui, avance-toi quand même. Marion est stagiaire en orthophonie et puis a accepté de nous accompagner ici sans préparation aucune, donc je te remercie vraiment beaucoup. Voici. Donc voilà, je vais un petit peu faire part des questions qui arrivent dans le chat et des remarques qu'ont fait les auditeurs. Donc déjà, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a beaucoup de confusion dans le milieu scolaire entre le trouble de la communication sociale et le TDL. Et du coup, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les différences entre ces deux troubles? Merci. C'est une excellente question, parce que même dans le milieu de la recherche, ce n'est pas évident. Selon certaines classifications, comme le DSM-5, c'est deux choses différentes. Toute la communication sociale et le langage serait deux choses différentes. Selon Catalan, c'est la même chose. C'est-à-dire que le trouble de la communication sociale et pathétique est une sous-composante du TDL, une version du TDL, qui touche particulièrement l'utilisation du langage, des aspects sémantiques, c'est-à-dire de la signification, de comment on structure la signification, et moins des aspects de syntaxe et de phonologie. Alors que dans le TDL classique, il y aurait ces composants-là qui sont différents. Pour certains, c'est un sous-domaine du TDL. Pour d'autres, absolument pas. C'est une chose différente. Alors, si on parle avec, je généralise un peu, certaines personnes qui sont plus proches d'orientation psychiatrique, ils voient le trouble de la communication sociale comme une sous-composante un peu proche des troubles envahissants. Et donc, ça, il y a toute cette famille-là, alors que dans le monde de la communication, on est plus dans c'est un trouble de la communication, d'utilisation du langage, donc c'est un trouble du langage, mais en particulier de son utilisation. Mais le débat est disciplinaire aussi, d'où la confusion. Et c'est une réelle confusion. Donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est un peu normal. Est-ce qu'on pourrait résumer cette confusion en disant que c'est une confusion de chercheurs ou de cliniciens aussi, mais est-ce que, je pense à notre village et à nos souhaits pour 2044, où Pascal vous disiez qu'on puisse voir l'individu dans son entièreté et qu'on n'ait pas besoin de justifier chaque fois son besoin avec une étiquette, avec quelque chose. Donc, est-ce que cette confusion-là, elle est importante pour la personne qui a un TDL? Est-ce que c'est important pour le type de service à recevoir, le type d'approche, de comprendre la différence profonde entre le trouble de la communication sociale ou le TDL? Si on pense aux besoins, mais peut-être on En fait, je voulais juste être sûr. Alors, ce que je dirais, en fait, c'est que je pense qu'il faut sortir aussi du concept d'étiquette pour offrir des services. L'important, c'est de documenter, de comprendre les forces, les motivations, les faiblesses, les besoins, à la limite, les urgences de la personne qu'on a devant nous pour l'accompagner selon ce qu'elle vit, point final. Quelqu'un d'autre va acheter, c'est un autre. Tu vas pas d'accord, mais ça dépend du point de vue. Du point de vue du patient, c'est important qu'il sache ce qu'il a.
Si moi j'ai une perte de mémoire, puis je ne sais pas pourquoi, je peux me demander si je suis déprimée ou si j'ai un début d'Alzheimer. C'est très important, puis ça, j'avais entendu cette remarque-là d'une chercheure qui avait présenté à un colloque de dysphasie Montérégie quand mon garçon était tout petit. Puis elle disait c'est très important. Donc, les étiquettes, c'est pas juste une étiquette pour une étiquette, c'est pas juste négatif avec une étiquette. Avoir une étiquette, c'est comprendre ce qu'on est. Puis d'ailleurs, François le disait tantôt, il y a beaucoup de dysphasiques qui ne comprennent même pas ce qu'ils ont. Puis aussi, d'un point de vue plus clinique ou recherche, c'est important aussi, on dit on va donner des services à tout le monde qui a de la misère à parler, mais c'est important quand même d'avoir un portrait de la personne parce que de cette façon-là, tu peux mesurer si les interventions sont efficaces. Donc, oui, il faut aider tout le monde, mais oui, c'est important de continuer à nommer les choses, puis à expliquer aussi, pas juste aux familles, mais aux patients, c'est quoi, puis qu'est-ce que ça implique d'avoir un TDL. Pour pas que ça reste flou. Rapidement, moi, je pense qu'il ne faut pas antagoniser diagnostic et besoin. Je veux dire, c'est complémentaire, puis totalement d'accord qu'un diagnostic, à un moment donné, ça peut être un call to action. C'est un appel à l'action. Quand tu as un diagnostic, ça va t'ouvrir des portes. Mais de la façon dont le système de santé et le système d'éducation est fait actuellement, ça ouvre les portes ou en tout cas, ça les rétrécit quand tu le bats. C'est ça qui ne marche pas, par contre. Il faut que le besoin soit quand même reconnu. Fait que je pense qu'il ne faut juste pas dire que un empêche l'autre. Je voulais refaire le lien avec, tu parlais de deux équipes de soccer, mais c'est pas deux équipes de soccer qui sont en train de se battre une contre l'autre. C'est juste un terrain de jeu plus élargi avec différentes perspectives qui nous. On est dans l'obligation de reconnaître pourquoi ça marche. Est-ce que tu voudrais. Je vous garde pour la prochaine minute on va tomber dans les mêmes idées. Marine, je préfère tenir court. Du coup, il y a aussi des gens qui faisaient des remarques un petit peu pendant que vous discutiez. Une personne qui me disait que pour un enfant avec un TDL léger à modéré, la compréhension des impacts fonctionnels dans ces différents milieux de vie n'était pas la même, notamment préscolaire, etc. Et qu'on était souvent seul à les voir, en fait. Ce n'était pas forcément tous les milieux de vie. Je peux faire un commentaire? Je peux suivre. Oui, parce qu'il y a plusieurs TDL, puis quand j'ai fait une conférence dernièrement dans une école secondaire, puis il y a un élève qui se posait exactement ce genre de questions. Ben, il ne disait pas mon diagnostic est léger modéré, mais il disait que j'ai l'impression que c'est de plus en plus pire avec le temps. Et pour moi, que ce soit léger, modéré, sévère, tout ça, là, pour moi, c'est passé. C'est toujours sévère à tout instant, à tout moment, toute sa vie. Puis quand on me dit, mais non, c'est pas si pire, François, tu sais, t'es bon, t'es capable, t'as des belles qualités, ouais, mais j'ai un trouble du langage, puis ça me limite constamment. Puis à comparer à la plupart des TDL, beaucoup d'entre eux ne sont pas fonctionnels comme je le suis. Puis moi-même, je me considère que mon trouble est sévère. Donc, et pourtant, dans certaines sphères, c'est léger, modéré. Là. Mais moi, je vois vraiment que dans sa globalité, le TDL est toujours impactant de manière majeure. Je veux juste rebondir sur le commentaire de la personne. En fait, c'est un effet classique des troubles de la communication, même pour les personnes plus sévères, c'est qu'ils sont moins visibles que d'autres types de troubles de développement. Et puis, c'est possiblement une des raisons pour laquelle il y a moins de conscience de ces difficultés-là, puis il y a moins de recherche là-dessus. Donc, les autres troubles ont des impacts. Les enfants vont réagir des fois plus fortement. Ils vont avoir des comportements qui sont plus troublants en classe. Les enseignants vont remarquer, les parents, la famille. Donc, un enfant qui a des difficultés de communication et qui décide d'arrêter de communiquer et de se cacher en arrière de ses amis en arrière de la classe, il ne va pas être remarqué. Et puis, donc, ça, c'est
c'est le travail que nous, on a à faire, c'est de faire de la conscientisation. C'est pas évident. Brièvement, là, oui, les TDR, c'est un trouble individuel, puis comme ils parlent moins, pas tous, là, mais en général, ils parlent moins, on ne voit pas leurs difficultés, puisque justement, ils parlent moins. Puis, ouais, mon garçon, il a 18 ans, puis quand même, il réussit bien au cégep, il est en informatique, mais c'est sûr, avec un défi, là, des cours de français, anglais, puis philo. Il me dit, quand j'arrive à la maison le soir, je suis fatiguée, parce que même si il parle, il n'est pas verbomoteur, il dit, je cherche souvent comment je dois dire ce que j'ai en tête. Un peu comme un aphasique, là, il veut parler, puis ça ne sort pas. Mais dis-moi, tous les jours, c'est comme ça, mais ça ne paraît pas. Là, les gens vont dire, ben, il est tranquille, c'est un bon garçon. Mais il dit, j'ai l'impression que ma dysphasie probablement a affecté l'expression de ma personnalité. Parce que c'est un jeune sweet, il est très empathique, très gentil, très débrouillard, mais il ne parle pas beaucoup. Il dit, des fois, je me demande si je n'étais pas dysphasique, comment est-ce que ça changerait ma personnalité ou l'expression de ma personnalité? Puis quand on est en famille, pourtant, ce n'est pas un milieu scolaire, là, disons, on a un souper de famille, on est les 5 membres de ma famille, j'ai 3 enfants, mon conjoint et moi. Il dit, vous oubliez, vous parlez tellement vite quand on parle, quand on se réunit là, pour un party, là, puis ça m'a fait de quoi, parce qu'il a 18 ans, puis il me dit ça. Mais il faut qu'on lui laisse le temps pour qu'il nous exprime ça. Si on parle les 5 rapidement, il n'a même pas le temps d'embarquer dans la conversation. Fait que c'est juste pour montrer que même dans les situations de la vie de tous les jours, même pas au niveau scolaire, ça a des impacts. Il me dit, quand je parle, je cherche mes mots, puis dans quel ordre je les mets pour que ma phrase exprime vraiment ce que je veux dire. C'est invisible, mais de notre point de vue à nous, de son point de vue à lui, comme François dit, je vois des impacts tous les jours. On va devoir s'arrêter là parce qu'on a tant de choses à dire que le temps nous manque. Il reste encore quelques questions en ligne auxquelles on va pas avoir le temps d'y répondre. Elles restent dans le chat, peut-être que François, on te les partagera aussi pour voir si tu veux y revenir après via ton site. Une des questions porte sur est-ce qu'il existe des ressources, on a parlé d'escalade, mais escalade et puis s'adresse au personnel scolaire, comme je l'ai compris. Moi, j'inviterais peut-être les personnes qui sont à la recherche de ressources de déjà regarder les associations communautaires, il en existe plusieurs, donc TDL, déjà tapez TDL, regroupement TDL, Divali Plus, François et son TDL, il y a plusieurs organisations. Le regroupement TDL, regroupement TDL, eux vont diriger les gens